L'essence du droit. Voilà l'objet de ce cours Sator. Premier épisode maintenant, face aux défis contemporains qu'attendre du droit. Face à la montée des populismes, aux bouleversements géopolitiques, aux défis climatiques et technologiques, que peut le droit? L'image qu'on a généralement du droit est plutôt décevante à cet égard. Soit on se représente le droit sous la forme d'un ensemble de normes très techniques, formulées dans un langage spécialisé, voire abscon, corseté par des procédures rigides et des délais de rigueur. Au fond, un droit d'allure notarial, destiné à donner forme certaine à des actes et des décisions qui relèvent d'autres secteurs. Un droit peu flexible et donc mal adapté pour saisir les enjeux nouveaux et leur donner des solutions créatrices. Ou alors on a de ce droit une vision répressive, centrée sur la poursuite et la sanction des crimes et délits. Un droit associé à l'action de la police et à l'univers des prisons, ce qui, il faut bien en convenir, ne constitue pas un levier de changement social, un instrument pertinent pour faire face à ces défis. Mais ces représentations du droit, un droit notarial ou répressif, sont-elles avérées? Je pense que non. Elles sont réductrices et donc trompeuses. Mon ambition dans ce cours sera de donner du droit une image plus réaliste, qui, si elle n'occulte pas les aspects que je viens de rappeler, lui restitue une portée sociale bien plus importante. Qu'il me suffise ici de dire d'entrée de jeu que parce qu'il est normatif et non factuel, qu'il se situe donc au plan de ce qui devrait être au plan des valeurs et non du côté factuel, c'est-à-dire de ce qui est, de ce qui semble déterminé et donc non susceptible de changement, parce que donc le droit est normatif, il porte en lui une force de changement, une ouverture vers le possible, un possible qui s'arrache aux pesanteurs de la situation présente. Ce que je vise ici, c'est la force d'utopie dont le droit s'avère potentiellement porteur et qui se révèle en certaines occasions. Je pense par exemple à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité et la liberté des hommes à un moment historique où, il faut bien le reconnaître, les femmes ne disposaient quasiment pas de droits et où la France pratiquait l'esclavage dans ses colonies. Eh bien, ce texte était parfaitement contrefactuel à l'époque, mais il constitua un formidable levier de changement historique. Bien sûr, il faudrait encore des décennies pour que l'esclavage soit aboli et près de 2 siècles pour s'approcher de l'égalité entre les hommes et les femmes. N'empêche, le mouvement était lancé et ce mouvement était juridique. C'est dans le langage du droit que les légitimes revendications allaient s'exprimer maintenant, c'est au nom des droits que ces combats seraient menés. Autre exemple, 1945, sur les ruines de la guerre totale dans le désert moral laissé par les idéologies de mort, l'humanité se réunit à New York et jette les bases de l'Organisation des Nations Unies, fondée sur des idéaux de paix, de liberté et de justice. Dans cet élan, un irrésistible mouvement de décolonisation est lancé, inspiré par l'idéal du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est dans le même contexte que des systèmes de sécurité sociale garantissent à tous, sur le plan intérieur, une couverture sociale minimale à l'égard des aléas de l'existence, aussi en vue d'assurer une redistribution des fruits de la croissance dans le cadre de ce qu'on appelle désormais l'État social. On comprenait alors que l'ordre social, la paix intérieure, reposait sur une certaine justice sociale plus que sur la répression policière. Et cette justice passait par des montages juridiques précis et impératifs. On pourrait encore évoquer un troisième exemple, celui de la construction européenne sur les bases de la réconciliation franco-allemande, qui se traduit en 1958 par le traité du marché commun, aujourd'hui l'Union européenne, dont on sait qu'elle ne cesse de se développer et de s'élargir et de constituer un idéal, une attraction pour d'autres pays comme l'Ukraine aujourd'hui. Or, cette Europe, elle avance par le droit, dans ses cours de justice à Luxembourg et aussi à Strasbourg, pour ce qui en est de l'Europe des droits de l'homme, c'est par le droit que cette Europe progresse. Peut-être pourrait-on penser que ces progrès gigantesques ne doivent que peu au droit.
Ils sont éthiques dans leur inspiration et politiques dans leur performance. Je veux dire, ce sont nos valeurs qui les inspirent et ce sont les rapports de force politiques qui les rendent possibles. C'est une question délicate et nous y reviendrons de savoir quelle est la part exacte que le droit prend dans ce concours. En tout cas, tout mon effort dans ce cours visera à préciser la place exacte du droit entre inspiration éthique et ancrage politique dans la réalité. Ma thèse à cet égard est que l'apport du droit est essentiel. S'il est moins sublime que l'envolée des grandes proclamations morales et moins immédiatement performant que tel ou tel coup politique, il est décisif néanmoins. C'est cette thèse qui me conduit à en appeler au droit pour faire face aux défis d'aujourd'hui, soit qu'il s'attaque directement aux garanties de l'état de droit, je pense aux débordements populistes ou aux guerres que nous traversons, soit qu'il pose à nos sociétés des questions totalement inédites comme les défis climatiques et environnementaux. Nous voilà donc à pied d'œuvre. Quel est-il ce droit s'il ne se réduit pas à son rôle notarial ou à son action répressive ? Pour répondre à cette question, je dois consacrer quelques minutes à préciser sur le plan de la méthode le point de vue d'où je parle, la perspective théorique à partir de laquelle j'examine le droit. On peut à cet égard distinguer une perspective interne et une perspective externe. Le point de vue interne est celui de la science du droit classique, celle qui fait la matière ordinaire de nos enseignements à l'université. On parle alors de doctrine, en Allemagne on parle même de dogmatique. Le droit est alors présenté selon ses sources officielles, les lois et la jurisprudence pour l'essentiel, et on s'efforce d'ordonner ce matériau foisonnant. On établit des hiérarchies entre ces normes, on fixe des rapports entre les ordres juridiques, internationaux, européens, nationaux. On précise le sens des concepts utilisés, on tâche de dégager quelques principes généraux pour ordonner cette matière. Ce point de vue est interne, non seulement parce qu'il s'attache à la présentation de l'objet droit de l'intérieur tel qu'il se construit lui-même, mais il est interne aussi parce que ceux qui l'adoptent pensent et traitent le droit en adoptant ce moule de pensée, en partageant sa représentation de la société, en adhérant aux valeurs qui l'inspirent. Le point de vue externe, quant à lui, prend distance par rapport à l'égard de son objet. Le plus souvent, il le fait à partir d'une science distincte, par exemple la sociologie ou l'économie, qui va reconstruire l'objet droit à partir de ses propres catégories et hypothèses. On comprend aisément les limites et les biais qui peuvent conduire ces deux approches. La première approche, interne, si elle peut se prévaloir de l'efficacité de l'entre-soi qui réunit les professionnels d'un secteur, on se comprend alors à demi-mot, on partage la même culture, Bourdieu dirait les mêmes habitus, mais cette approche présente le risque de l'aveuglement propre à ceux qui adhèrent sans distance à un discours. Par exemple, il est clair que le droit véhicule un certain nombre de mythes, comme celui de l'état de droit par exemple, ou en matière civile, l'autonomie de la volonté, en matière pénale, l'interprétation stricte des textes. Ce sont des idéaux, mais qu'il ne s'agit pas de prendre au pied de la lettre, ils ne sont pas toujours explicatifs. Et donc, si on y adhère sans distance, le risque est celui de l'aveuglement. À l'inverse, le danger du point de vue externe est d'imposer au droit une lecture, économiciste par exemple, une lecture à ce point étrangère à la matière qu'elle finit par la dénaturer, comme quand Marx, par exemple, expliquait que le droit était une superstructure idéologique qui expliquait les rapports de force économiques. Il disait des choses intéressantes, certainement, mais qui pouvaient être réductrices par rapport à cet objet. On comprend alors que tout l'enjeu consiste à trouver la juste distance par rapport à l'objet étudié, ni trop proche pour ne pas céder à une adhésion naïve, ni trop éloigné pour ne pas rater sa cible.
Cette troisième voie que je me propose de suivre, je l'appelle le point de vue externe modéré, ou encore un point de vue herméneutique. Je m'explique. Il s'agit en somme de présenter le droit de l'extérieur, mais à partir d'une bonne connaissance, d'une bonne maîtrise interne de sa logique, de sa pratique, de sa culture. Au fond, la démarche est dialectique. Elle se propose de combiner l'explication plutôt scientifique, plutôt objectivante, plutôt externe, économique ou sociologique par exemple, de la combiner avec l'interprétation par ces acteurs, l'interprétation des praticiens. C'est un point de vue herméneutique, c'est un terme compliqué mais qui veut dire un point de vue interprétatif qui s'efforce de rendre compte le mieux possible de son objet. Ce point de vue est également interdisciplinaire dans la mesure où l'approche technique du droit, celle des praticiens, entre en dialogue avec le point de vue éclairant proposé par des sciences extérieures. Quant à moi, je propose, et je m'en expliquerai dans l'épisode suivant, d'adopter une approche narrative du droit pour donner corps à cette approche herméneutique. C'est-à-dire que pour chaque sujet abordé, je me baserai sur un récit écrit soit par d'autres, soit par moi-même, pour nous amener à penser en profondeur tel ou tel aspect du droit. Voilà donc deux acquis importants. D'abord, on postule un rôle social important pour le droit, au-delà de son rôle notarial ou répressif, et nous adoptons ce point de vue herméneutique, ce point de vue narratif sur le droit. Il s'agit donc de parler du droit comme d'un objet spécifique, mais toujours sur fond du contexte social dont il est en partie la résultante et sur laquelle, en retour, il exerce un effet assez décisif. Alors se pose la question suivante, comment penser cette autonomie relative du droit? Historiquement, on peut montrer comment, au cours des siècles, et de façon très variable d'une culture à l'autre, s'est opéré ce passage graduel au droit. Comment, par exemple, on a fini par renoncer à la vengeance privée, c'est-à-dire la justice qu'on se fait à soi-même, pour s'en remettre à la justice publique, celle du tiers institué, celle des cours et tribunaux. Ou encore, comment, sur le plan législatif, on est passé des coutumes écrites aux législations modernes qui sont encadrées par des règles de procédure, des mécanismes d'élection de parlementaires, des techniques raffinées de modification et d'application des textes. L'examen de ce passage progressif au droit est bien documenté par les historiens du droit, ou même en amont pour d'autres sociétés, bien étudié par des ethnologues ou des anthropologues. Cette étude mériterait à elle seule un cours de plusieurs heures. Quant à moi, je m'écarterai de ces analyses empiriques de terrain et je voudrais plutôt expliquer ce que j'appelle l'autonomie relative du droit à l'aide de la thèse dite de la double institutionnalisation. Alors le mot est compliqué, double institutionnalisation, mais la chose est simple. Dans le cadre de sociétés sans État, baignées dans une seule culture, ce sont évidemment les coutumes partagées, les traditions, les modes, les usages qui assurent que les institutions sociales accomplissent leurs tâches et que la société survive. Inhérentes aux institutions elles-mêmes et reposant sur la réciprocité, les coutumes n'ont en effet pas besoin de formulation explicite. Par ailleurs, les conflits qui vont inévitablement se poser ne font pas l'objet de décisions expresses. Ces conflits se règlent par des compromis à la formulation plutôt vague. Les décisions prises par le groupe alors ne sont pas exécutées, mais acceptées généralement parce que les protagonistes partagent une même culture. Eh bien, lorsque s'opère le passage au droit, et c'est ça la double institutionnalisation, les coutumes font l'objet d'une nouvelle formalisation, plus explicite, plus précise, à l'initiative d'agents spécialisés, les futurs corps législatifs.
et dans un contexte bien identifiable en raison des procédures désormais suivies. Quant aux contentieux, ils sont désormais tranchés par des autorités spécialisées elles aussi, les futures cours et tribunaux, qui vont notamment décider des sanctions qui seront exécutées par des institutions spécialisées. Ainsi, les institutions sociales primaires, je pense à la famille, au marché, à la communauté politique et religieuse, sont désormais dédoublées. C'est pourquoi on parle de double institutionnalisation, dédoublées par des institutions juridiques spécialisées ayant désormais pour fonction spécifique de décider des règles générales au plan législatif, de les faire exécuter dans le quotidien, c'est l'exécutif, de les appliquer au cas particulier, en cas de contentieux, c'est le judiciaire. Alors j'observe que les règles propres aux institutions juridiques sont désormais de deux sortes. Nous avons d'un côté les règles adjectives ou les règles de procédure, on a parlé de règles secondaires, qui concernent le fonctionnement de ces institutions elles-mêmes. C'est la boîte à outils, ce sont des règles de second degré. Et puis à côté de ces règles adjectives, nous avons les règles substantives ou de fond, les règles primaires, qui ne sont pas autre chose, le plus souvent, que les réécritures ou les transformations des normes qu'on avait déjà rencontrées dans les institutions primaires. Exemple, une norme qui fixe l'âge de la maturité légale est une norme primaire, tandis qu'une norme indiquant quelles sont les sources de droit autorisées ou comment il convient de les interpréter, quelle est la durée de leur validité, ce sont autant de normes secondaires. Alors on comprend qu'au fil du temps, le droit est gagné en autonomie, autrement dit que la part des normes secondaires se soit considérablement développée, de même que ses concepts propres ou encore que la sophistication du système normatif que toutes ces règles constituent ensemble. On considère généralement que ce sont les juristes romains qui ont le plus contribué à cette formalisation, professionnalisation, sophistication du droit dans un sens d'un savoir spécialisé confié à des spécialistes. Cette présentation du droit à laquelle je viens de me livrer fait l'objet d'un accord assez généralisé. Ainsi, par exemple, les grands théoriciens du droit naturel de l'époque moderne, je pense à Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, ont tous développé un récit de ce genre. On y reviendra dans un épisode suivant. C'est l'idée que les sociétés seraient progressivement passées d'un état de nature à un état civil ou état de société où des institutions sont mises en place grâce au contrat social. Cet état de nature n'était pas dépourvu de règles, c'étaient les règles primaires, mais celles-ci restaient encore indéterminées, faute d'un organe centralisé pour les édicter, les faire connaître, et puis aussi en cas de conflit faisaient défaut dans cet état de nature des tribunaux susceptibles de trancher les contentieux et d'imposer des solutions. Eh bien, c'est précisément le propre de l'état civil de remédier à ces défauts par la mise en place des institutions secondaires. Des philosophes contemporains comme Jürgen Habermas en Allemagne ou des sociologues comme Bruno Latour en France ne disent pas autre chose aujourd'hui. Bien sûr, il conviendrait de raffiner beaucoup cette présentation un peu sommaire, mais au moins en savons-nous assez pour déjà penser la place du droit dans la société. Un système de normes partiellement autonome par rapport aux autres normativités sociales avec lesquelles il entre en interaction, par exemple les normes économiques, morales, religieuses, économiques, les lois du marché, parfois les lois sanitaires ou médiatiques. Reste alors à poser la question la plus essentielle à mes yeux, celle qui valait le titre de cet épisode: que peut-on attendre d'un tel système, et particulièrement dans le cadre des défis sociaux sans précédent que nous abordons? Quelles sont, en d'autres mots, les finalités du droit? Alors, je pars de l'idée que le droit, inspiré par l'éthique de la dignité humaine et fonctionnant dans le cadre de sociétés politiques à peu près démocratiques, je pense que le droit poursuit la défense des idéaux de liberté, de justice et de démocratie.
Ce sont ce qu'on pourrait appeler ses finalités externes. Bien sûr, je n'ignore pas qu'à d'autres époques et sous d'autres régimes, le droit ait pu être inspiré par des valeurs très différentes, fonctionner dans le cadre de sociétés beaucoup plus inégalitaires et autoritaires. Je terminerai d'ailleurs cette série de cours donc dans les épisodes 17 et 18 par l'examen notamment du droit nazi, donc les sociétés sans droit ou le droit dénaturé. Mais ici, je fais pour l'essentiel du cours, l'hypothèse du meilleur des cas, celui auquel nous aspirons, et je précise que le droit, en poursuivant liberté, justice et démocratie, n'a pas bien sûr et heureusement le monopole de ses finalités. Du coup, je suis obligé de reformuler ma question dans un sens plus précis et plus modeste et me demander quelles sont les finalités absolument spécifiques au droit, ces finalités intrinsèques, lorsqu'ils se mettent au service de ces objectifs plus nobles. Ainsi présentée, ma question concerne vraiment le droit et seulement le droit. Il ne se confond ni avec la morale ni avec le politique. On se demande donc comment, grâce à sa technique propre, il contribue à renforcer les idéaux de liberté, justice, démocratie. Eh bien, je réponds, j'ai tenté de le faire dans un ouvrage qui avait pour titre « À quoi sert le droit ?». Je réponds à ma question en distinguant trois finalités qui doivent être combinées et additionnées. Je dis donc que la finalité propre du droit est de construire un équilibre général, un arbitrage général des intérêts et valeurs en conflit dans la société. Deuxièmement, que cet équilibre doit toujours être susceptible d'être imposé le cas échéant par la contrainte, pas la violence déchaînée, une contrainte réglée. Et trois, cet équilibre est en même temps toujours susceptible d'être rediscuté, remis en cause dans le cadre de procédures légales elles aussi. Je remarque au passage, je reviendrai sur ces symboles, que ces trois finalités peuvent être mises en rapport avec les trois symboles que l'on associe généralement à la justice, la balance, le glaive et le bandeau. Alors, quelques mots d'explication sur ces trois points. Et d'abord, l'équilibre général attendu du droit, donc cet arbitrage. C'est son ADN. L'ADN d'un droit symbolisé par la balance, qui poursuit la mesure et qui se traduit aujourd'hui par ce que les juristes appellent la balance des intérêts ou encore le principe de proportionnalité, qui est un principe d'ajustement. Je précise que cet équilibre est d'autant plus délicat qu'il s'agit d'un équilibre social général. Je veux dire, pas seulement l'arbitrage que l'on fait intervenir dans tel dossier économique ou familial ou culturel, par exemple. Non, il s'agit d'un macro-arbitrage entre les différents jeux sociaux, pas seulement économiques, mais aussi politiques, culturels, familiales, que sais-je encore. Le philosophe Habermas, lorsqu'il réfléchit à la fonction du droit, met aussi en lumière cet objectif de coordination générale. Il dit du droit, et c'est une belle métaphore, qu'il est une sorte de langue usuelle susceptible d'assurer la traduction généralisée de tous les sous-langages spécialisés qui prévalent dans la société et qui sont ainsi mis en rapport. J'ajoute que cet arbitrage général ne doit pas être compris, même s'il peut y retomber à tout moment, comme une sorte de médiocre voie moyenne ou une compromission entre ces intérêts et valeurs en conflit. Dans sa visée normative à tout le moins, je veux dire dans son idéal, le droit tente ici à la construction de quelque chose comme un intérêt général ou un bien commun. Rousseau parlait de volonté générale, qui est plus et autre chose que la volonté de tous, et qui surmonte bien entendu les intérêts particuliers de l'individu. Kant parlait quant à lui, à propos de la justice, de recherche d'un critère universalisable. Habermas encore
parle pour la discussion éthique et juridique de discussion qui s'opère sous l'égide de l'argument le meilleur. Et moi-même, dans un cours ultérieur, je réfléchirai à l'inscription du débat juridique sous l'égide du tiers. Ça, c'était mon premier objectif, l'arbitrage. Par ailleurs, cet équilibre n'est pas seulement virtuel ou académique. Il a vocation à s'inscrire dans le réel par mobilisation de la contrainte publique si besoin. On retrouve ici la thèse de Max Weber, le grand sociologue allemand, avec son analyse de l'État et de son droit comme monopole, disait-il, monopole de la violence légitime. Violence ou contrainte, mais pourquoi légitime? Parce que, au plan normatif qui est le nôtre ici, cette violence de la contrainte juridique est elle-même encadrée par le droit. Ça veut dire que les autorités qui l'appliquent sont elles-mêmes soumises à ce droit. C'est l'idéal de l'état de droit, seul de nature à rendre acceptable, dans un contexte démocratique, cette contrainte juridique, seul de nature à garantir la confiance dans le lien social. C'était mon deuxième objectif, la contrainte. Finalement, troisième objectif, l'équilibre dont je parle doit être toujours susceptible d'être rediscuté, remis en cause et en question, mais dans les formes procédurales cependant. Le grand juriste et sociologue français Jean Carbonnier parlait à cet égard du droit comme d'une institution de la contestation organisée. C'est original, c'est très fort, c'est pas l'image qu'on a généralement du droit. Oui, le droit comme institution du doute réglé. J'aime beaucoup cette formule, le doute réglé. Comme si le conflit faisait partie de son mode de production ordinaire. Que l'on songe par exemple aux controverses doctrinales, aux revirements de jurisprudence, aux abrogations des lois, amendements, des traités, révisions des contrats. Tout ça sont des formes de contestation organisées à l'intérieur du droit et par le droit lui-même. Finalement donc, à quoi sert le droit? S'il fallait résumer en quelques mots une longue réflexion à ce sujet, je répondrais à quoi sert le droit? À compter jusqu'à 3. La plus-value du droit par rapport aux relations sociales, la propriété émergente qu'il suscite dans les meilleurs des cas, c'est d'inscrire ces relations sociales sur ce que j'appelle la scène tierce de la loi commune et du juge au-dessus des parties, garantissant ainsi une amorce d'égalisation du traitement. Voilà ce qu'il m'apparaissait important de préciser à l'entame de ce cours. J'espère que ces réflexions vous auront donné une image moins formelle du droit et surtout j'espère qu'elles vous auront incité à en savoir plus, à en chercher, à en savoir plus à ce sujet, notamment concernant ce que j'ai appelé sa capacité à opérer comme levier de changement social. Le propos de cette première leçon était plutôt théorique et je vous félicite de l'avoir suivi. L'approche des épisodes qui suivent, une approche résolument narrative, devrait nous permettre d'aborder une série de questions essentielles, vraiment fondamentales, à l'aide d'une méthode originale, l'approche narrative à laquelle je consacre le prochain module. Ainsi, dans un prochain chapitre, j'aborderai la querelle, aussi vieille que le droit, qui oppose le droit naturel au droit positif. Donc, le conflit entre le droit idéal et le droit tel qu'il est. Et pour ce faire, je commencerai par raconter un conte de ma main qui fait débattre les animaux de l'Arche de Noé à ce sujet. Dans un épisode suivant, nous aborderons le thème de la loi. Et pour ce faire, je raconterai le récit du Protagoraste de Platon que je mettrai en rapport avec le récit biblique du Sinaï. Dans un cours suivant, on abordera le jugement et de sa différence avec la vengeance et le pardon. Et pour ce faire, j'aborderai une tragédie très célèbre de Échille, les Euménides. Mais nous aborderons aussi des auteurs plus contemporains comme Kafka, en passant par les fables de La Fontaine. Lorsque dans un chapitre suivant, nous aborderons le droit par le biais de la conscience individuelle
et que l'on traitera de la désobéissance civile très contemporaine, c'est l'Antigone de Sophocle qui nous servira de récit fondateur. Lorsque j'essaierai de penser l'ADN du droit à partir de l'image du tiers, comme j'ai déjà souligné, c'est à partir du récit de l'Amérique juridique de Trump, une Amérique très peu juridique au demeurant, que je procéderai. Puis, lorsque nous aborderons un cours plus pratique consacré au droit de l'environnement, eh bien, je partirai du récit tragique de la marée noire causée par le naufrage de la Mokokatis. Enfin, lorsque dans le dernier chapitre, on abordera l'hypothèse de la fin du droit, eh bien, ce seront des grandes dystopies du XXe siècle, comme 1984 de Orwell. C'est de ces récits que je partirai.